Et aujourd'hui, on va se poser la question de quelle est la meilleure forme sociale pour investir dans l'immobilier entre la société civile immobilière et la SARL de famille. Et oui, dans le monde de l'investissement immobilier et de la gestion patrimoniale, le choix de la structure juridique adéquate revêt une importance capitale. Dans ce podcast, nous allons donc explorer en détail les différences et les similitudes entre la SARL de famille et la société civile immobilière. Alors que toutes deux offrent des cadres juridiques favorables à la gestion et à la protection des actifs immobiliers, chacune présente également des caractéristiques distinctes qui peuvent influencer les décisions des investisseurs et des propriétaires. Et avant de commencer ce podcast, on vous rappelle que vous pouvez nous aider. Si nos podcasts vous plaisent, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça nous aidera énormément à gagner en visibilité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. On vous invite d'ailleurs à le faire pour pouvoir avoir chaque semaine notre nouvel épisode et une notification qui vous préviendra que le nouvel épisode est bien sorti. Et donc on l'a dit, dans ce podcast, on va faire les similitudes et les différences sur 3 points qu'on va aborder. Le premier point, ça sera l'objet social. Le deuxième point, ça sera la fiscalité. Et le troisième point, ça sera les associés ou membres de la société. Et on commence donc par regarder ce qu'il se passe au niveau de l'objet social pour les deux sociétés, quelles vont être les similarités et quelles vont être les différences. Pour ce qui est des similarités, les deux sont des structures juridiques, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux des formes de sociétés qui offrent un cadre, une structure légale pour la gestion de biens immobiliers. Il y a également la limitation de la responsabilité dans les deux cas, que l'on parle de la SCI ou de la SARL de famille, puisqu'elles offrent une certaine protection de la responsabilité toutes les deux. Cela signifie que les actionnaires ou les membres de ces entités ne sont généralement pas responsables des dettes de la société au-delà de leur apport initial en capital. Pour ce qui concerne la gestion, ici aussi dans les deux cas, ça va être similaire. On a une gestion des biens qui peut être centralisée et simplifiée, c'est tout l'intérêt de la SCI et de la SARL de famille, en particulier lorsque plusieurs membres ou associés sont impliqués, ce qui est bien souvent le cas également. Et maintenant, on peut voir les différences en termes d'objet social. La principale différence réside dans l'objet social de chaque forme juridique. La SCI est principalement destinée à la gestion et à la détention de biens immobiliers, ce qui en fait un choix populaire pour la gestion du patrimoine familial ou pour des projets immobiliers spécifiques. On rappelle que c'est une activité civile et ça aura son importance pour la suite. La SARL de famille, quant à elle, peut être utilisée pour divers types d'activités économiques, pas seulement pour la détention de biens immobiliers. Cependant, elle est souvent choisie pour gérer également un patrimoine familial ou des biens immobiliers tout en permettant une activité commerciale accessoire. Et là, il y a une différence, on peut avoir une activité commerciale dans la SARL de famille. Et ça va faire la bonne transition vers la fiscalité car on va voir que cet objet social entre l'activité civile et l'activité commerciale va avoir une importance majeure en termes de fiscalité. Et oui, on arrive sur un gros chapitre de notre épisode du jour, c'est la fiscalité, puisque là, on va avoir plusieurs points à comparer. Et ici, on va regarder, dans un premier temps, la SCI au niveau de sa fiscalité, comment est-ce que ça fonctionne. Quand on est en société civile immobilière, on peut opter pour l'impôt sur les sociétés, l'IS, ou l'impôt sur le revenu, l'IR, selon sa structure et selon le choix d'activité. Quand on est donc à l'IS, on va avoir des bénéfices au niveau de la SCI qui seront imposés au taux de l'impôt sur les sociétés. Et ce taux, actuellement, il est de 25% et de 15% pour le taux réduit. Pourquoi 15% et 25% ? Eh bien, on est à 15% sur les 42 500 premiers euros de bénéfices et au-delà, on passe à 25%. Derrière, ce n'est pas terminé. Si vous voulez percevoir les revenus dans votre poche, entre guillemets, vous allez devoir faire une distribution par dividende aux associés et cette distribution elle est soumise au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, c'est les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu. Et du coup, Guillaume, est-ce que quand on a une SCI à l'IS, on peut faire de la location meublée ? Eh bien, Jérémy, oui, tout à fait. On peut faire de la location meublée quand on a une SCI à l'IS. Pour bien comprendre, quand on a une SCI, on peut, comme je l'ai dit, opter entre l'IS et l'IR. Et on va pouvoir faire de la location meublée à l'intérieur d'une SCI à l'IS, car tout simplement, on va faire de la location meublée. Les revenus de cette location meublée vont rentrer dans les bénéfices de notre SCI à l'IS et seront imposés au taux à 15 et 25%. Donc il n'y a pas d'interdiction sur la location meublée. Point important, on ne peut pas faire par contre de location meublée non professionnelle à l'intérieur de cette SCI. Et si vous avez opté pour l'IR, l'impôt sur le revenu, alors les bénéfices de la SCI ils vont être imposés au niveau des associés selon la détention des parts de chacun. Et donc, on voit que c'est transparent, fiscalement parlant, les revenus rentrent dans la SCI et c'est les associés qui sont directement imposés au barème de l'IR, à l'impôt sur le revenu, avec les revenus qui sont réintégrés dans leur déclaration de revenus personnels.
Donc ça peut être avantageux dans certaines situations et pour certains associés, notamment quand on parle de transmission de patrimoine ou si les associés se trouvent dans une tranche marginale d'imposition qui est plus faible. Là, la tranche la plus faible qu'on peut imaginer, c'est être à 11% quand on a des revenus qui tombent. Sinon, à 30%, on voit direct qu'il y a moins d'intérêt. Et oui, car prenons un exemple. Si vous êtes un associé qui a une tranche marginale d'imposition à 11% et que vous touchez 10 000 euros de loyer, vous allez payer 1 100 euros d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux, soit à peu près 2 800 euros d'impôt pour 10 000 euros de revenus. Par contre, si au contraire vous êtes l'un des associés et cette fois-ci la SCI est également à l'IR et vous êtes associé et vous avez une tranche marginale d'imposition à 45%, cette fois-ci les 45% s'ajoutent aux 17,2%, ça vous fait 62% d'imposition sur 10 000 euros de loyer, soit 6 200 euros d'impôt pour 10 000 euros de loyer perçu. C'est vraiment important de le comprendre. Il faut faire attention à bien choisir la SCI entre l'IS et l'IR en fonction de sa situation personnelle et donc faire attention à tous les associés quand la décision est prise. J'ai un point à ajouter. Est-ce que sous l'impôt sur le revenu, on peut faire de la location meublée ? Alors oui, cette fois-ci, Jérémy, on peut faire de la location meublée également sous l'impôt sur le revenu, de la location meublée non professionnelle. Si on a opté pour l'IR, c'est un des seuls points justement où on peut faire ça, parce qu'on rappelle qu'il y a un ordre qui est civil sur une SCI. On est censé ne pas faire d'activité commerciale, mais si on arrive à limiter les revenus issus de cette location meublée non professionnelle, ça reste possible. Et dans quelle limite ? On est autour des 10% en termes de limites. Il ne faut pas que ça représente l'ensemble de vos revenus, absolument pas, sinon vous n'aurez pas le droit de le faire. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est un non, sauf si l'activité de location meublée ne dépasse pas 10%. Exactement, si c'est une toute petite partie de la SCI, imaginons qu'il y a un gros patrimoine immobilier et qu'il y a un ou deux biens qui génèrent des revenus en LMNP, à ce moment-là, ça sera possible, mais il faudra que ça respecte les limites que l'on vient de citer. Oui, donc c'est important de comprendre entre la SCI à l'IS et à l'IR. Dans une des deux activités, c'est-à-dire à l'IS, on peut faire de la location meublée. Bien sûr, on ne bénéficie pas de la location meublée non professionnelle en termes de fiscalité, mais on peut faire de la location meublée. Alors que dans une SCI à l'IR, pour bénéficier de la location meublée non professionnelle, il faut que cela ne dépasse pas 10% des revenus de la SCI. Exactement. Pour la partie transmission, finissons-en avec la SCI, Guillaume. Eh bien, pour terminer sur ce point qui est aussi très important, parce que c'est souvent finalement pour cet objectif-là qu'on va travailler sur une SCI, eh bien, elle est forcément avantageuse. Sinon, on n'en parlerait pas autant de cette SCI. Pourquoi est-ce qu'elle est avantageuse ? Parce qu'au niveau de la transmission, elle permet d'avoir une gestion qui est simplifiée et une propriété qui va être partagée bien souvent entre les parents et les enfants qui font les associés d'une SCI. Ça va donc faciliter la transmission des parts sociales de la SCI aux héritiers plutôt que de transmettre directement les biens si on les détenait en nom propre. Et enfin, sous certaines conditions, la SCI elle peut permettre de bénéficier d'abattements spécifiques en cas de transmission à titre gratuit. On parle donc de donation ou de succession. Et Jérémy, maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques de la SCI, on va passer à la SARL de famille. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Eh bien, concernant la fiscalité, qui est le deuxième point, la SARL de famille est généralement soumise à l'impôt sur le revenu, sauf si elle choisit explicitement l'impôt sur les sociétés. Sous l'IR, les bénéfices de la SARL de famille sont répartis entre les associés selon leur part dans la société et sont imposés au niveau des associés, intégrés dans leur déclaration de revenus personnels. Et là, tu vas me dire, mais c'est la même chose que la SCI à l'IR. Oui, tout à fait. Eh bien, oui, sauf que cette fois-ci, on n'a pas de limite, donc on peut faire du LMNP pour 100% de l'activité. Pourquoi, Guillaume ? Parce qu'on l'a vu dans l'objet social, la SARL de famille est une activité commerciale. Et donc l'allocation meublée non professionnelle correspond à une activité commerciale qui peut donc être effectuée dans une SARL de famille. Et c'est pour ça que plusieurs personnes peuvent se poser la question quand ils veulent faire une location meublée dans une société entre la SCI et la SARL de famille. L'avantage de la SARL de famille est de bénéficier de la niche fiscale du LMNP dans une société commerciale dont on vient de parler, qui est la SARL de famille. Et donc Jérémy, là on comprend vraiment que c'est un très gros avantage entre guillemets pour la SARL de famille face à la SCI, puisqu'on n'a pas de limite sur le loueur meublé non professionnel et on peut vraiment avoir une activité du coup qui est dite commerciale. Exactement, et donc il est possible d'investir dans l'immobilier via le dispositif de loueur meublé non professionnel, et au niveau comptable, les points suivants sont à connaître. On peut amortir le coût d'acquisition des biens immobiliers, effacer fiscalement les revenus grâce au LMNP. On a également des avantages liés à la TVA ou l'imputation des bénéfices selon votre situation personnelle également. Et on peut bénéficier de ce statut, bien sûr, en respectant les critères que tu connais pour le LMNP. Il faut soit être inférieur ou égal à 23 000 € par an de revenus locatifs par le biais du LMNP,
ou que cela représente moins de 50% du revenu global du loueur en meublé non professionnel. Je le rappelle, ça veut donc dire que si vous avez un salaire à 50 000 euros qui est d'une activité salariée, vos revenus immobiliers ne doivent pas dépasser 50 000 euros pour avoir une activité de LMNP. C'est important de le comprendre, ça veut donc dire que des personnes qui gagneraient beaucoup d'argent en activité salariée, des salaires par exemple à 100 000 euros, peuvent se permettre d'avoir 99 000 euros en activité de loueur en meublé non professionnel. Oui, ils dépassent le palier des 23 000 euros, mais ils ne dépassent pas les moins de 50% du revenu global du loueur en meublé non professionnel. Donc c'est une forme sociale hyper intéressante pour optimiser sa fiscalité personnelle et professionnelle. Et est-ce que cette SARL de famille, elle a un intérêt également pour la partie transmission? Si elle a déjà un gros intérêt fiscal pour la location meublée non professionnelle, est-ce que c'est toujours intéressant pour la transmission? Eh bien Guillaume, je vais te dire que oui, parce que tout comme la SCI, la SARL de famille peut faciliter la transmission de patrimoine entre les membres de la famille. Les parts sociales de la SARL peuvent donc être transmises par donation ou succession, bénéficiant des abattements et des avantages fiscaux associés. Mais vous l'avez compris, la SARL de famille prend beaucoup d'intérêt pour la location meublée non professionnelle. Ce n'est pas du tout la même situation si on parle de location nue, où là la SCI à l'IS retrouve tout son intérêt. Mais c'est vrai qu'entre une SCI à l'IR et une SARL de famille, on peut se poser la bonne question. Mais c'est peut-être le troisième critère qui va nous permettre de savoir si oui ou non on doit aller vers une SCI ou une SARL de famille. Et oui, parce que les deux, on peut voir des avantages et des inconvénients, mais il y a surtout la réalité de ce qu'il est possible de faire selon notre situation et selon le projet qu'on a réellement. Parce que troisième point, on va parler de qui peut être associé, qui peuvent être les membres, les partenaires dans les opérations immobilières, que l'on soit en SCI ou en SARL de famille. Eh bien Guillaume, raconte-nous tout ça pour la partie société civile immobilière qui peut être associée d'une SCI. Eh bien déjà, dans une SCI, on le répète, mais il faut au minimum être deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une SCI où on est le seul associé. Une fois qu'on a dit ça, les associés, ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Donc on peut être, nous, une personne, un individu physique avec sa société. Par exemple, là, on a bien deux associés et déjà, c'est possible. On peut tout imaginer en termes de participation au sein d'une SCI. Il n'y a généralement pas de limitation quant au nombre d'associés, donc on peut être deux minimum, il n'y a pas de limite en termes de nombre, et donc on a vraiment une grande liberté au niveau de la SCI pour les associés. Ça peut être des membres d'une même famille, ça peut être des amis, ça peut être vraiment n'importe qui. Donc si je veux m'associer avec toi Guillaume, je le peux. C'est tout à fait possible, oui. Ça c'est un point très important, car justement, en revanche, dans une SARL de famille, les associés sont obligatoirement limités aux membres de la famille, avec des règles spécifiques régissant leur participation et leur gestion. Et là, c'est une grande différence. Car si vous souhaitez faire de la location meublée non professionnelle par le biais d'une société, mais que vous n'avez pas le dernier critère qui est que vous êtes de la même famille, vous ne pouvez pas utiliser la SARL de famille. Et c'est pour ça que plusieurs personnes peuvent aller vers une SCI à l'IR, on le rappelle, avec seulement 10% de l'activité en location meublée non professionnelle, ou aller vers une SCI à l'IS. C'est pour ça qu'en France, on rencontre la plupart du temps des sociétés civiles immobilières, car il est plus rare de s'associer en famille que de s'associer avec d'autres personnes qui ne font pas partie de son cadre familial. En résumé, vous l'avez compris, la principale différence entre la société civile immobilière et la SARL de famille, elle réside dans leur objet social et l'utilisation qu'on va en faire pour chacune d'elles. Bien que toutes deux offrent une structure juridique qui va être similaire avec une limitation de la responsabilité, on comprend que le choix entre les deux, il va dépendre principalement des besoins et des stratégies qui sont à mettre en place et des besoins en termes de gestion patrimoniale et d'activité commerciale, puisque la SARL de famille, elle permet de faire des activités commerciales, on l'a vu avec le LMNP qui est très intéressant fiscalement parlant, tandis que la SCI, elle va surtout offrir un cadre qui va être beaucoup plus flexible pour ce qui est des associés et du choix aussi de la SCI à l'IS, à l'IR, selon l'activité qu'on veut réellement faire et comment est-ce qu'on veut être imposé. Et oui, on l'a compris, la SARL de famille, elle est top pour investir en famille et faire de la location meublée non professionnelle, alors que la SCI à l'IS, elle est top pour tout le reste. Et on vous rappelle que vous pouvez grandement aider l'art de la gestion patrimoniale en nous faisant connaître avec un simple avis. Si vous êtes sur Spotify, c'est 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, c'est 5 étoiles. Si vous appréciez également notre contenu, on vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on vous remercie grandement pour votre aide. Et enfin, si vous voulez aller écouter un autre podcast qui est en lien avec celui-ci, allez écouter l'épisode 66, la puissance du montage holding plus SCI pour investir dans l'immobilier locatif.